Christine Coton. Bonjour. Vous venez de publier Tous vaccinés, tous protégés, avec un point d'interrogation et pas un point d'exclamation ou un point tout court. Vous êtes lanceuse d'alerte. Le sous-titre, c'est Chronique d'une catastrophe sanitaire annoncée. Et votre métier, c'est justement d'être statisticienne pour l'industrie pharmaceutique. Alors, le titre de votre livre, c'est Tous vaccinés, tous protégés avec un point d'interrogation, chronique d'une catastrophe sanitaire annoncée. Si on interroge nos concitoyens dans la rue, ils vous répondront avec la plus grande sincérité que la catastrophe sanitaire a été évitée grâce au vaccin. Que leur dites-vous ? Quelles sont les preuves de ces affirmations ? Ces affirmations, la catastrophe a été évitée grâce au vaccin, ça vient donc des médias, sur la base de modélisation à partir d'hypothèses d'efficacité du vaccin. Et ces hypothèses, elles sont complètement erronées. Donc autrement dit, ces modélisations ne valent pas un clou. Maintenant, il faut savoir que quand on se penche dans les documents sources des laboratoires, on a des informations qui sont celles des essais cliniques. Et dans ce cadre-là, ce qu'on lit dans le document de décembre 2020, c'est qu'on n'avait pas d'efficacité prouvée sur les cas sévères, on n'avait pas d'efficacité prouvée sur les plus de 75 ans, parce qu'on n'avait pas assez de cas Covid pour prouver une efficacité du vaccin par rapport au placebo qui était donné dans l'essai clinique, qui était de l'eau salée. On avait la transmission qui n'était pas étudiée, on n'avait pas d'efficacité étudiée sur les cas asymptomatiques. Donc, on peut toujours répéter ce qu'on entend à la télé, mais il faut des preuves scientifiques qui tiennent la route quand on répète quelque chose. Or, pour moi, il n'y en a pas. Il y a un point sur lequel tout le monde semble d'accord maintenant et qui est reconnu partout, c'est que le vaccin n'empêche ni la transmission du virus ni la contamination. Ça, je pense que c'est assez partagé. En revanche, on va toujours vous dire, bon, ok, ça n'empêche pas la transmission, ça n'empêche pas la contamination, mais cela empêche des cas graves. Ça, on l'entend beaucoup. Alors, quand vous dites c'est reconnu aujourd'hui, c'est pas que c'est reconnu aujourd'hui, c'est qu'on le sait depuis le début que c'est pas étudié dans l'essai clinique. C'est écrit dans le protocole qui est disponible sur Internet depuis fin 2020 et c'est écrit dans le rapport clinique de décembre 2020. Disponible aussi sur Internet. Oui, mais ceux qui disaient cela, ça vient pas de sortir. Alors justement, quand il n'y a pas d'effet sur la transmission, l'effet sur la transmission n'a jamais pu être prouvé dans les essais cliniques pour la bonne raison qu'il n'a jamais été étudié. Oui, mais quand on disait cela au moment de la sortie du vaccin, on se faisait traiter de complotiste, et maintenant, quand on dit cela, c'est reconnu. On se fait plus traiter de complotiste. Alors, parce que l'efficacité sur la transmission qui a été discutée sur les plateaux, etc., par les ministres, en fait, elle concernait, elle était issue d'études en vie réelle sur base de données rétrospectives. Et quand on regarde les recommandations de la Haute Autorité de Santé sur les preuves, les niveaux de preuves scientifiques, on s'aperçoit qu'évidemment, ce que je sais depuis le début, depuis 25 ou 26 ans que je fais ce métier de biostatisticien pour l'industrie pharma, ces études-là ont un niveau de preuve extrêmement faible. C'est-à-dire que les conclusions qu'il faut tirer des résultats de ces études-là, c'est à prendre avec des pincettes. C'est bien pour ça qu'on fait des essais cliniques pour mettre des produits sur le marché et qu'on fait pas des études comme ça en disant tiens, on va donner comme ça dans la population des produits puis on verra bien ce que ça fait. On veut prouver l'efficacité avec des méthodes qui sont adéquates pour être sûr qu'on ne se trompe pas. C'est bien pour ça qu'on fait des essais cliniques. Eh oui, mais le problème, Christine Coton, c'est que quand certains tentaient d'expliquer cela au moment des campagnes de vaccination, on se faisait presque insulter, traité de complotiste, avec toujours cette même réponse. Vous êtes inconscient, vous n'y connaissez rien. L'essai clinique, c'est la planète entière. S'il n'y avait pas d'essai clinique, la planète entière ne se ferait pas vacciner. Vous avez entendu tout ce qui a été dit. Oui, mais après ça, c'est de la propagande et du marketing. Quels sont les documents, quelles sont les sources de ces affirmations.
Quand on affirme quelque chose, moi quand j'affirme quelque chose, je mets la source. Ce qui est intéressant, on parle de votre livre, Christine Coton, Tous vaccinés, tous protégés, qui est publié aux éditions Très Daniel, livre qui va être un énorme succès. Je remercie d'être venu me chercher pour écrire ce livre, hein, oui. du cœur. Parce que c'est toujours un sujet qui passionne et qui inquiète, d'ailleurs. Vous parlez d'une catastrophe sanitaire annoncée. Est-ce qu'il y aurait quand même, avant de parler de la catastrophe, est-ce qu'il y aurait quand même un effet positif à ces vaccins? Ont-ils servi à quelque chose, finalement? Ben, écoutez, moi, c'est pas mon sujet. Moi, mon sujet, ce sont les essais cliniques. Donc, quand on reprend les essais cliniques et les résultats et tous les documents y afférents et la base de données qu'on peut récupérer aujourd'hui sur des sites, puisqu'il y a des documents qui ont été rendus publics sur des décisions judiciaires aux États-Unis, et qu'on refait des calculs sur cette base de données qui est donc celle de l'essai clinique, mon sujet, c'est la démonstration méthodologique que ces essais comportent de graves manquements et biais méthodologiques invalidant les résultats. C'est-à-dire que l'efficacité annoncée n'est pas réelle, c'est pas l'efficacité en vie réelle, c'est-à-dire c'est une grande illusion. On a pris un critère qui mesure une efficacité qui n'existe pas en vie réelle, puisque vous avez bien vu que tous ceux qui ont été vaccinés, il y en a une bonne partie qui sont tombés malades. Alors soi-disant, oui, ça protégeait des cas sévères. Comment un produit peut ne pas vous empêcher au niveau physiologique, hein, je veux dire au niveau métabolique, au niveau physique, comment un produit peut vous empêcher, ne pas vous empêcher d'attraper la maladie, mais va vous protéger d'un cas sévère, va empêcher qu'elle s'empire. Moi, j'aimerais bien comprendre, hein. C'est-à-dire que déjà au niveau médical, ça me paraît être d'une fumisterie avancée. Bon, donc je ne commande pas ça parce que je ne suis pas médecin, mais en fait, je comprends pas le mécanisme, hein. Si vous l'attrapez, je vois pas comment après ça. Ah ben tiens, voilà, donc je l'ai attrapé, mais tout d'un coup, ça a pas fonctionné au début, mais ça se met à fonctionner après. Bon, je veux dire déjà, ça paraît complètement débile comme hypothèse. Au niveau médical, bon, passons. Donc ensuite, on sait que donc l'efficacité n'est pas bonne et qu'on a des anticorps qu'on aurait dû mesurer de façon rapprochée, qu'on n'a pas mesuré pour ne pas montrer qu'ils chutent, parce qu'on le sait depuis le départ. Et on a la tolérance qui est fausse, puisqu'on a des effets graves qui ont été reportés par des personnes participant aux essais cliniques et qui ne sont pas dans la base de données. Donc on sait aujourd'hui que tout est faux dans cet essai. L'efficacité, le dosage des anticorps, c'est suspect et la tolérance, c'est fausse. Donc moi, ce que je demande depuis le début, c'est un audit pour voir si c'est faux parce que ça a été vite fait, bâclé, que les gens ont travaillé comme des cochons, ou si c'est faux parce que c'est une fraude scientifique organisée. Au bénéfice de qui? Des laboratoires? Disons que c'est eux qui encaissent l'argent, hein, toujours est-il, hein. Vous avez travaillé dans votre vie sur plus de 500 essais cliniques pour les plus grands laboratoires du monde. Comment ces laboratoires réagissent-ils maintenant aux résultats des rapports qui remontent dans le monde entier? Mais ils réagissent pas parce que pour la bonne raison que le personnel des laboratoires ne les lit pas. C'est le grand drame. C'est-à-dire que tous les gens qui ont la compétence, ou très peu, moi j'ai des anciens collègues ou clients qui ont lu vaguement les résultats. Certains ont relevé, notamment des biostatisticiens, un certain nombre de biais statistiques, mais quelque part, ça les a pas empêchés de se faire vacciner parce qu'ils se sont dit, bon, même si c'est pas 95%, l'efficacité sera peut-être 70%, ça fera toujours quelque chose. Et après, vous avez des tas de gens qui ne lisent pas du tout. C'est ce genre de documents parce qu'ils n'ont pas le temps. Quand on travaille pour l'industrie pharmaceutique, on travaille beaucoup et c'est pas parce que c'est tous des fraudeurs corrompus de Big Pharma, puisque moi je l'ai toujours dit, je n'ai jamais rencontré en 23 ans de carrière dans ce secteur de gens corrompus qui m'ont demandé de falsifier quoi que ce soit. J'ai toujours travaillé avec des gens sérieux qui travaillaient beaucoup et qui faisaient vraiment le mieux qu'ils pouvaient pour faire du bon boulot. Donc, si corruption il y a, c'est pas au niveau des opérationnels de l'industrie pharma, ça se passe beaucoup plus haut et ça se voit pas. Et les gens ne se doutent pas une seconde, même que ça soit possible, du fait de la réglementation qui est mise en place et qui est énorme, qui comporte énormément de normes à suivre.
pour tous les acteurs tous les acteurs de la recherche clinique, donc que ça soit les médecins qui recrutent les patients, que ça soit ceux qui font les systèmes pour recueillir les données, que ça soit les services de pharmacovigilance, tout est archi-réglementé, que ça soit les infirmières qui font les prises de sang aux patients, tout est archi-réglementé, tout est tracé. Et on a les méthodes de travail, les méthodes qu'il faut suivre pour arriver à avoir des données fiables et donc des résultats fiables. Est-ce que donc, tous ces gens oui. Même ne peuvent pas imaginer à quel point cet essai peut comporter des problèmes, parce que ça n'arrive jamais. Ou si ça arrive, c'est jamais à ce point-là. Donc ces gens qui sont honnêtes, ont-ils été pressés par l'hystérie ambiante qui régnait à l'époque et par les politiques qui disaient dépêchez-vous de trouver un vaccin? Alors attention, il y a ceux qui sont honnêtes, moi avec lesquels j'ai travaillé, et puis il y a ceux qui ont participé à l'essai clinique Pfizer. Donc maintenant, il faut voir les centres qui n'ont pas recruté les participants, qui n'ont pas reporté un certain nombre de données, qui n'ont pas rappelé des gens pour faire des tests PCR pour voir s'ils étaient positifs au Covid ou pas pendant l'essai. Il faut voir si tous ces gens-là ont travaillé correctement, et s'ils ne l'ont pas fait, est-ce qu'ils l'ont pas fait parce qu'effectivement ils étaient pressés par le temps et qui faisaient la course au centre qui allait recruter le plus de participants, ou si vraiment parmi ceux-là il y a vraiment des pourris qui ont été payés pour faire le travail à moitié. On passe maintenant à ce qui nous intéresse sans doute le plus et ce qui nous inquiète le plus, la catastrophe sanitaire annoncée, catastrophe sanitaire qui se produit. On voit maintenant dans le monde entier, dans les autorités de santé, les remontées. Vous parlez de myocardite, troubles neurologiques, perte de l'audition chez certains, troubles menstruels, certaines femmes, de la circulation sanguine, des nouvelles alertes qui apparaissent. Mais comment faire le lien? Parce que ce que vous dites est vrai, mais souvent les médecins de famille répondent ça n'a rien à voir. Comme s'il fallait balayer ça, je veux pas d'histoire, c'est autre chose. Et ça on l'entend souvent aussi. Oui, on l'entend souvent, on ne devrait pas l'entendre pour la bonne raison que c'est pas à eux d'établir le lien. Donc on leur a pas demandé d'établir le lien, on leur a demandé de déclarer, de faire une déclaration à la pharmacovigilance. Donc le ça n'a rien à voir, ils se le gardent pour eux et ils déclarent. Parce que quand on a un certain nombre d'effets indésirables qui sont déclarés dans une certaine catégorie, que ce soit des troubles neuro, des problèmes, des troubles de règles, alors des saignements abondants, des absences de règles, des femmes qui étaient ménopausées, qui ressaignent, des filles ménopausées, subitement ménopausées à 30 ans. On voit de tout, hein. Les pires étant les troubles neurologiques, parce que ceux-là, on les traite carrément de fous et on les psychiatrise. Certaines ont passé 3 mois en psychiatrie, assommées aux neuroleptiques et benzodiazépines, parce que soi-disant c'était dans leur tête. Bon, évidemment, ça n'a strictement rien fait, hein. Ça risquait pas de les soigner, parce que c'est pas du tout adapté aux troubles, aux inflammations, ces inflammations neurologiques. C'est sûrement pas en les abrutissant que ça leur fait passer les symptômes, hein. Donc on a les myocardites, péricardites, c'est ce dont on a entendu parler, on va dire, le plus publiquement, puisque ça a été reconnu. Il y a un document qui vient d'être rendu public, qui est un rapport de sécurité sur le vaccin Pfizer. Je l'ai pas encore regardé en détail, mais enfin là-dedans il y a une tripotée d'effets indésirables et bon, je veux dire, c'est avéré. Alors après on nous dit c'est pas lié. Enfin, vous avez des gens qui étaient en pleine santé, ils se font vacciner, le lendemain ils sont à moitié mourants. C'est quoi? C'est l'opération du Saint-Esprit? C'est qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit? Ils ont eu une visite des extraterrestres? Enfin, je sais pas, au bout d'un moment. Si c'était le Saint-Esprit, il serait en meilleure santé. Et en plus, oui. Non, mais enfin, vous voyez, c'est complètement, ça devient vous entendez débile. Ça? Oui, Christine Ça devient complètement débile. Vous avez des gens qui témoignent, puisque moi, dans mon livre, j'ai écrit ce livre pour donner la parole aux victimes, puisque c'était la demande de l'éditeur, de donner la parole aux victimes qui bataillent pour faire reconnaître l'imputabilité et qui bataillent pour se faire prendre en charge et pris au sérieux. Ces gens-là, malheureusement, certains sont en train d'agoniser chez eux tout seuls sur un lit, hein. Moi, j'en ai au téléphone en larmes qui veulent se jeter par la fenêtre. C'est atroce ce que vivent ces gens-là. C'est pour eux que j'ai écrit ce livre, moi. C'est pour que les autorités de santé les prennent enfin en compte.
on va dire, alors là, il y en a des millions. Là, sur les sites de pharmacovigilance, il y a des millions d'effets indésirables reportés. En ce moment, on a la directrice du CDC aux États-Unis qui est en train d'être passée à la moulinette par certains sénateurs ou députés américains, où on lui demande, il y a 1,5 million d'effets indésirables reportés, il y a 35 000 décès. Qu'est-ce que vous avez à dire? Pourquoi vous avez dit que c'était sûr et efficace? Ah, ben, la pauvre fille, elle est quand même en train de passer un mauvais quart d'heure, hein. Oui, alors Évidemment, 35 000 décès, bon, c'est pas lié, non. Il y a des gens qui ont pris la peine de reporter sur les sites de pharmacovigilance, des médecins qui ont pris le temps de déclarer, de remplir des fois ces déclarations qui peuvent être longues à faire. Mais tout ça, c'est pour rien, en fait. Ce sont tous des gens qui fantasment sur un truc qui n'existe pas. Enfin, au bout d'un moment, il va falloir arrêter ce déni. Et la France, on est très très bien placé pour ça, hein. Alors j'entends Parce qu'on a cela. tout un système de médiatique qui a été mis en place avec une bande de petits harceleurs. Ça se voit très très bien sur le réseau Twitter sur lequel je passe ma vie depuis quelque temps. Il y a tout un réseau visiblement très organisé qui va du harceleur débile, on va dire, aux médias, aux médecins de plateau, et ça remonte jusqu'aux députés et aux sénateurs. Donc, il va falloir mettre son nez sérieusement là-dedans parce qu'il va falloir demander à ces gens qui les payent. Ou s'ils font ça juste par bêtise ou pour remplir le vide intersidéral de leur médiocre vie. Alors, on entend ça et je sais aussi ce que l'on va me dire parce que quand on aborde ce sujet, j'entends aussi un autre argument. Oui, peut-être, mais moi j'ai été vacciné, je suis en pleine forme et autour de moi, ma femme est en pleine forme et mon fils est en pleine forme, je l'entends, donc ça doit être très marginal, c'est un peu les pertes et profits. Ah ben oui, bien sûr. Ben moi je sais pas, j'ai jamais eu la peste n'existe pas. Ça doit être très marginal. Parce que ça, vous l'entendez aussi. J'ai pas eu de cancer, ma mère n'en a jamais eu, ça n'existe pas. Enfin, vous voyez à quel point c'est débile, est-ce que c'est un raisonnement scientifique ? Et même si c'était très marginal, c'est une raison pour laisser mourir les gens dans leur coin, hein, sans les prendre en charge. C'est pas très marginal puisque vous avez déjà 1,5 million de déclarés et vous savez qu'il faut minimum multiplier par 10. Ça fait au minimum déjà 15 millions de gens, au minimum, qui souffrent d'effets indésirables. Tous vaccinés, tous protégés, c'est le livre de Christine Coton. On parle de ces effets indésirables, cette catastrophe sanitaire annoncée. Sommes-nous au début de la catastrophe sanitaire? Ben écoutez, ça je peux pas vous le dire. Hein. Je peux pas vous le dire. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que les résultats de tolérance ont été publiés sur la base d'un suivi des participants à 3 mois maximum dans les rapports cliniques qui ont été soumis aux autorités. C'est sur la base desquels on a donné des autorisations. Ça, on le sait. Maintenant, c'est bien pour ça qu'il faut suivre les documents qui sont rendus publics au niveau des rapports de pharmacovigilance dans lesquels on a des updates réguliers, donc des mises à jour du nombre d'effets indésirables, des catégories, et il faut suivre ça de près pour voir où est-ce qu'on en est et si ça continue d'augmenter. Et si les décès sont si on a de l'imputabilité qui est établie, parce que le parcours du combattant pour la victime, c'est se faire prendre en charge. Et c'est aussi avoir cette imputabilité qui est très très dure à obtenir. Quand vous avez des gens qui, par malheur, ont eu un accident, par exemple, chirurgical, qui a donné lieu à une thrombose, qui font une thrombose post-vaccinale, on leur dit « Ah mais non, vous êtes sujet à thrombose ». Et on a beau expliquer au service de pharmacovigilance que non, la thrombose qu'il y avait eu, c'était un accident chirurgical, ils continuent à vous dire « Vous êtes sujet à thrombose ». Mais je sais pas, mais on se demande si à certains, il leur reste quand même un petit peu de neurones pour raisonner. Quel rapport un accident chirurgical avec un problème interne qui donnerait une thrombose? Il y en a aucun. Pourtant, c'est bien ce qu'on leur répond. Que peut-il se passer maintenant, notamment à l'égard des politiques? Vous savez que notre classe politique, elle aime pas se déjuger. Elle a tellement affirmé que c'était le Graal, le remède miracle, que maintenant il est difficile de faire marche arrière. Est-ce que leur solution, leur tactique, leur stratégie, c'est pas de ne plus en parler, puis de faire oublier ça? Ah ben les gens n'oublieront pas, hein. Ceux qui ont perdu des proches le jour même de la vaccination ou dans les quelques jours ou dans le mois suivant, ils vont pas oublier. Hein. Crois-moi que non, il y en a plein. Moi, je le vois sur Twitter. Ni oubli ni pardon. Hein. C'est le début donc. Quand vous avez perdu une gamine de 17 ans
un garçon en pleine santé de 20, vous croyez que vous allez oublier, vous? Non, ils vont pas oublier, non. Donc là, les tentatives, on va dire maintenant de dire oui, non, il faut pardonner, il faut oublier. Non, personne va oublier. Donc il y a bien un moment où il faudra que certains rendent des comptes. Merci. Un dernier mot peut-être avant de nous quitter, Christine Coton. Vous avez peut-être envie de rajouter quelque chose sur une question que Oui, parce que je vais rajouter, c'est que dans mon livre, il y a tous les liens que je suis en train de refaire un site internet où je vais mettre une page spécifique avec tous les liens pour que les gens puissent cliquer et voir par eux-mêmes les documents. Vers les autorités de santé. Vers les autorités de santé. Voilà, pour pas qu'on dise que c'est une invention de Christine Coton. Ben non, évidemment, c'est une invention. Oui. Sur les sites, donc aux États-Unis, c'est la FDA, donc la Food and Drug Administration. À l'Europe, c'est l'EMA, l'Agence européenne du médicament. En France, c'est la NSM, l'Agence nationale de santé. Donc tout le monde peut cliquer dessus, peut aller voir ce qui est écrit, la HAS, la Haute Autorité de Santé, et voir que dans mon livre, je parle bien, je reprends bien tout ce qui a été dit par ces autorités-là, et que on a quand même, on va dire, ce sont des prises de risque pour certaines populations, notamment les femmes enceintes, pour lesquelles on n'a toujours aucun résultat d'essai clinique. Vous avez un essai clinique qui a été fait sur les femmes enceintes par le laboratoire Pfizer. Il a été terminé en juillet 2022. Les résultats n'ont jamais été publiés. Je veux dire, ça devrait quand même interpeller les agences. En soi-disant, la rumeur qui court, parce que moi j'ai pas de preuves de ça. En tout cas, c'est improbable qu'il n'y ait pas eu de résultats. Moi qui suis biostatisticienne, et les résultats, ils sortent presque immédiatement pour des projets comme ça, sur des produits comme ça, presque immédiatement, puisque tout est programmé à l'avance. Donc, on va dire dans les jours où on a fini l'essai clinique, une semaine après, vous avez des résultats. Donc, ça veut dire qu'en septembre, à tout casser, il y avait déjà un rapport qui était écrit sur ce sujet-là. Et on ne l'a jamais vu. Donc, que contient ce rapport sur les femmes enceintes pour que le laboratoire ne veuille pas publier les résultats? Il faut se poser des questions. Donc, c'est aux agences de santé, donc il y a des prises de risques. Vous injectez à des gens, a priori, en plus des femmes enceintes, qui ne sont jamais inclus dans les essais cliniques, qui font partie des populations protégées, un produit nouveau, développé en quelques mois sur une maladie nouvelle, et donc vous prenez des risques à vacciner des gens. Donc quand on prend des risques, on observe les conséquences. Donc c'est pour ça que ça s'appelle le sous-titre chronique d'une catastrophe sanitaire annoncée. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on sait depuis le début, et on a pris le risque quand même. Eh bien, merci Christine Coton. Vous êtes biostatisticienne, vous avez travaillé dans des essais cliniques, plus de 500 dans votre carrière. C'est un sujet que vous connaissez parfaitement bien. Vous avez sourcé auprès des autorités de santé les effets de cette vaccination de masse. Et tout cela est raconté dans ce livre événement qui s'appelle Tous vaccinés, tous protégés de Christine Coton, chronique d'une catastrophe sanitaire annoncée aux éditions Trédaniel.